Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Guadeloupe, actualité. Et on débute avec ce dialogue de sourds entre employés et direction d'EDF PEI. Près d'un mois après le début de leur mobilisation, les salariés exigent toujours l'application pure et simple du Code du travail, notamment sur les carrières. Pour la CGTG Énergie, EDF doit passer à la caisse et payer tous les rappels de salaire dus. On fait le point avec Jimmy Télémac. Pour nous, aujourd'hui, nous sommes venus régler le sujet. Nous sommes venus entendre la direction pour qu'elle puisse enfin nous formaliser donc des réponses concrètes. Voilà maintenant plusieurs jours qu'elle tourne en rond. Maintenant, elle est au fait. Elle sait qu'elle n'applique pas le droit du travail. Elle sait qu'elle doit énormément de rappels de salaire à ses salariés. Et elle ne pourra pas minorer l'impact salarial, puisque bien évidemment, ce qui est dû au personnel doit lui être versé. Donc oui, nous sommes prêts à faire des consensus, mais des consensus au-dessus de la loi. Pour tout ce qui concerne l'application du Code du travail et des rappels de salaire, nous avons d'ores et déjà indiqué à la direction qu'elle doit tout verser, qu'elle doit verser le moindre centime dû à ses salariés. Il n'est pas question qu'une entreprise telle que EDF puisse simplement dire mea culpa, excusez-moi messieurs, nous allons revisiter les choses, nous allons maintenant désormais respecter le Code du travail sans jamais effectivement indemniser donc son personnel. La première des indemnisations est effectivement la période de grève. Tous les jours pour lesquels les salariés ont dû s'arrêter de travailler pour enfin être entendus, pour enfin entendre leur employeur leur dire « je vous respecterai le Code du travail », doit aujourd'hui être payé sans aucune exception. L'ensemble des points sont importants et il y a 19 points de revendication. Nous l'avons indiqué depuis le 5 date du préavis, nous sommes disponibles à toute heure. Nous ne comptons pas les heures. Ceux qui s'amusent aujourd'hui à jouer les fatigués, à quitter l'inspection du travail, ce n'est pas nous, c'est la direction de l'entreprise. Elle dispose, je le rappelle, donc de services RH, donc de moyens que nous ne possédons pas, de moyens financiers puissants que nous ne possédons pas. Et pour autant, elle n'applique pas la loi. Aujourd'hui, nous avons posé une question très simple. Pourquoi, alors que lorsqu'il y a des visites de centrales, lorsqu'il y a effectivement à ce moment-là des promenades à faire en Guadeloupe, la DRH, chef d'orchestre de tout ce qu'on appelle l'application du droit du travail à l'intérieur de l'entreprise, celle qui doit s'occuper des questions sociales, elle est présente. Pour se promener, elle est présente. Pour faire du tourisme dans ce pays où il fait chaud, elle est présente. Mais aujourd'hui, qu'il y a des discussions relatives à l'application du Code du travail, bizarrement, cette dame est absente. Elle est simplement joignable par audio. On dit que tout ça n'est pas très sérieux, mais aujourd'hui, chose est sûre et certaine, nous sommes là pour entendre enfin des réponses concrètes de la direction de l'EDF. Le parquet de Pointe-à-Pitre et la gendarmerie signent une convention de partenariat pour améliorer la prise en charge des victimes gravement traumatisées. Bien souvent préoccupées par la traque des méchants, les forces de l'ordre peuvent sous-estimer l'état de la personne ayant subi une agression. Ils tentent donc d'y remédier. Regardez. C'est une convention qui fait un focus sur la situation des victimes d'infractions. Et c'est vrai que parfois, en voulant traiter, en étant très concentré sur l'identification des auteurs, sur le jugement des auteurs, peut-être que dans les situations judiciaires, on a parfois un petit peu oublié la situation des victimes. Et donc, cette convention, elle a pour objet de prendre en compte les victimes les plus gravement traumatisées par les infractions pénales. La convention prévoit que les victimes les plus traumatisées, par définition, c'est évidemment toutes les victimes d'atteintes corporelles. Que ce soit des atteintes corporelles volontaires, des agressions, que ce soit des agressions sexuelles, des tentatives d'homicide, voire même des homicides. Et là, ce sont les proches qui sont gravement traumatisés. Ça peut être également des victimes d'accidents de la circulation lorsqu'une infraction est commise. Donc, par définition, toutes ces personnes qui subissent l'infraction dans leur chair, ce sont les victimes les plus traumatisées. Mais parfois, c'est également des personnes dont on peut se dire que leur traumatisme est moins important, des victimes de blessures lors d'une altercation entre automobilistes. Et on se dit, bon, c'est pas bien méchant. Et en fait, c'est parfois sous-estimer le traumatisme que peuvent subir certaines victimes, notamment en raison du fait qu'elles ont
un fort sentiment d'injustice, d'avoir été victime, d'avoir pris un coup qui peut paraître anodin et qui pourtant est très, très important pour elle. Très souvent, l'enquêteur, le gendarme, quand il reçoit une victime, il l'entend, il écoute et il a l'obsession d'aller chercher l'auteur, de le confondre, de le présenter devant le magistrat. Donc il faut qu'il sorte la tête du guidon pour se rappeler que c'est une victime aussi dont il doit se charger et qu'il doit conduire devant des associations qui sont bien formées, qui sont habilitées à les accompagner. C'est-à-dire, en gros, ces conventions, l'idée, c'est de ne pas oublier la victime dans tout le procès pénal et dans la recherche ou la détermination de l'infraction. L'association Guada avec laquelle nous travaillons et avec laquelle la convention a été signée, c'est une association effectivement qui est en mesure d'abord de prendre en charge presque physiquement les victimes lorsque c'est nécessaire, selon le degré d'urgence et de gravité, et puis effectivement c'est les orienter vers un suivi psychologique. Pour moi, une prise en charge des victimes n'a de sens que si elle s'inscrit dans une politique partenariale permanente incluant tous les auteurs en contact avec les victimes. C'est pas une victime, non. On ne peut pas, la prise en charge ne peut pas être faite seule avec une personne. C'est-à-dire, c'est pourquoi je suis très heureux aujourd'hui de signer cette convention en compagnie des partenaires avec qui nous travaillons depuis fort longtemps. Toutes les actions qui sont mises en œuvre pour améliorer cette prise en compte des victimes au quotidien, comme cette convention que nous venons de signer pour les victimes gravement atteintes par des infractions pénales, dont le procureur a parlé tout à l'heure, sont des actions sur lesquelles nous sommes fortement impliqués et où les enquêteurs et toutes les entités de la police nationale, et notamment en Guadeloupe, qui sont chargés de veiller à la prise en compte des victimes, le sont également, à l'exemple des violences intrafamiliales, à l'exemple des homicides volontaires, des accidents de la route. Et là, on est pleinement dedans. Donc voilà, c'est un nouveau pas franchi vers l'aide aux victimes et on en est pleinement satisfait. Un reportage signé Nicolas Chi. Et à l'instar d'autres territoires, la ville de Sainte-Anne met en place des audiences foraines du délégué du procureur, une justice de proximité qui vise à prévenir la petite délinquance. Regardez. Les audiences foraines de délégué du procureur, c'est un beau dispositif qui existe et qui permet à la justice d'être plus proche du justiciable. C'est-à-dire, plutôt que de faire venir les justiciables au tribunal, parfois c'est compliqué pour eux, les distances, les moyens de locomotion qui sont compliqués, eh bien c'est le délégué du procureur qui vient sur place. Ici à Sainte-Anne, ce sera le cas dans quelques mois, et qui donne la réponse pénale qui est prévue. Et donc l'expérience montre que ça marche bien, que les justiciables, forcément, dès lors que le lieu de justice est plus proche de chez eux, se déplacent plus volontiers. Et l'expérience montre, ce qui existe dans les autres communes déjà, que les taux de présence sont très importants. Nous, maires, on nous donne une mission, singulièrement moi, avec le procureur de la République, qui viendra effectivement m'accompagner pour ces premières auditions, donner, je dirais, une audition par rapport à ces jeunes, et pour donner en tant que médiateur. Donc on va les accompagner tranquillement et pour qu'on leur donne un petit peu, je dirais, comment avancer pour ne pas les sanctionner de façon systématique. Mais c'est préventif. Le fait de bien répondre à des petits actes de délinquance, le fait de répondre dans des temps réduits, avec une réponse qui est contradictoire, c'est-à-dire avec une personne qui est là, pour laquelle on prend le temps de s'expliquer, de l'écouter, c'est forcément une façon de prévenir la récidive, en tout cas, de prévenir le renouvellement des passages à l'acte. Et en Guadeloupe, nous sommes mauvais en termes de gestion des déchets. Rien de nouveau sous le soleil. Près de 75% de nos ordures sont enfouies et moins de 25% sont recyclées. Des chiffres présentés par l'Observatoire régional des déchets et de l'économie circulaire de la Guadeloupe qui préconise entre autres la création de 2 usines de valorisation. Le reportage. Nous sommes toujours aussi pas bons sur le recyclage. Nous enfouissons 73% de nos déchets et nous n'en recyclons que 25%. Et donc, il faut que ça change, il faut que ça s'arrête, parce qu'il faut que la population se rende compte que lorsqu'un déchet est enfoui, c'est pour des siècles et des siècles. Et donc, avec le syndicat Sinoval, avec le syndicat le CIVAD, eh bien, nous travaillons pour sortir 2 usines de traitement et de valorisation des déchets prévues entre 2025 et 2026. Et vous savez que la région ne va rien lâcher
pour que ces usines sortent. Et du coup, on pourrait passer, l'objectif pour nous, c'est de passer à 75% de recyclage et seulement 20% de déchets d'enfouissement ultime. Alors ce qui est améliorable, c'est bien évidemment les gestes de tri au niveau des consommateurs, donc des ménages, de bien faire attention à trier les déchets dans les bacs qui correspondent, à bien amener leurs déchets au niveau des déchetteries pour que ceux-ci soient le mieux traités possible derrière et puissent être recyclés au maximum. La bonne nouvelle avec les chiffres clés aujourd'hui qu'on va vous présenter, c'est que la population fait davantage de tri. On a de l'augmentation en fait sur ce que les fameux bornes d'apport volontaire récupèrent en emballage domestique, en emballage comme le verre, etc. Mais il y a encore sur certains secteurs où nous ne sommes pas bons et il faut qu'on continue le travail. Alors les Guadeloupéens trient, après il faudrait faire un petit peu plus attention pour justement réussir à mieux trier en plus grande quantité. Il y a des installations qui sont en train d'être mises en place, notamment des déchetteries, donc c'est des nouvelles installations. Donc il faudrait que les Guadeloupéens se les approprient, prennent l'habitude d'utiliser ces installations pour ramener notamment leurs déchets, leurs différents déchets, que ce soit les encombrants, les amener directement en déchetterie et éviter de les laisser sur les bords de route comme on peut encore malheureusement le constater. Nous aurons beau mettre en place les usines les plus grandioses, les infrastructures les plus performantes, si la population ne se mobilise pas, si elle n'arrête pas d'aller jeter ses déchets dans les forêts, dans les cours d'eau, eh bien, tout cela ne servira à rien. Donc, il faut à la fois mettre en place des infrastructures, la région, avec les fonds européens, avec les communautés d'agglomération, c'est ce que nous faisons, et il faut également que la population se sensibilise parce qu'on a une biodiversité exceptionnelle. Et maintenant, je reçois Laurence Bourret, déléguée générale de Dastri, qui est spécialisée dans la gestion des déchets des patients en autotraitement. Bonsoir Madame Bourret. Bonsoir. Alors, contrairement effectivement aux déchets, aux encombrants et aux tout venants, est-ce qu'on est bon en termes de gestion des déchets médicaux et principalement de ce type de déchets pour les patients en autotraitement ? Oui, on est plutôt bon en Guadeloupe et sur l'ensemble du territoire national puisque les objectifs sont atteints, voire dépassés. Au niveau national, on est autour de 80% de taux de collecte. Et pour cette année, au niveau national, oui, et en Guadeloupe, on est cette année à près de 100%. Près de 100% sur la Guadeloupe. Oui. Alors, c'est des chiffres à prendre avec précaution parce qu'on a certainement un peu de déchets Covid qui est venu donc se greffer sur le circuit. Et on était l'année dernière à plus près de 75% de taux de collecte. Donc, c'est quand même un très bon taux de collecte. Alors, comment se passe déjà cette collecte de déchets pour ces patients en autotraitement ? C'est très simple et je pense que c'est aussi pour ça que ça marche. Les personnes qui sont concernées, donc il y a 36 pathologies qui sont concernées, mais c'est le diabète qui est la pathologie qui produit le plus de ce type de déchets. Donc les injections d'insuline principalement ? Oui, par exemple, ou la surveillance du taux de glycémie ou de glucose dans le sang. Donc les personnes concernées vont en pharmacie avec leur ordonnance. Et le pharmacien, la pharmacien leur remet une boîte donc, qui va permettre de stocker de manière sécurisée ces dispositifs médicaux qui sont perforants. Donc seringues, stylos, lancettes. Une fois la boîte remplie, il suffit au patient de revenir en pharmacie pour la déposer. Et nous, on organise la collecte et le traitement. D'accord. Donc les pharmacies récupèrent et vous venez tout centraliser. Oui, en fait, on s'appuie sur un opérateur local, e-compagnie, qui passe donc en pharmacie chercher ces déchets, qui est habilité à transporter ce type de déchets, qui peut présenter un risque infectieux quand on souffre d'une pathologie transmissible, comme le VIH ou bien l'hépatite. Et ensuite, il l'emmène sur un site de traitement à Petit-Bourg, qui est un appareil de pré-traitement par désinfection, et qui permet donc de broyer, de désinfecter, et ça part ensuite donc dans les installations de stockage de l'île. Donc c'est traité localement. Est-ce qu'il y a moyen de revaloriser ce type de déchets ?
Alors c'est un enjeu pour l'éco-organisme pour les années à venir, puisque donc on a un agrément de l'État, que cet agrément vient d'être renouvelé pour les 6 années qui viennent, 2023-2028, et que nous sommes désormais autorisés à séparer pour recycler certains dispositifs médicaux, ceux avec piles et cartes électroniques, on appelle ça des e-DASRI. Donc ça va se mettre en place là de manière réglementaire à partir donc sur la métropole à partir de juin 2023. Et on espère pouvoir également proposer des choses en Guadeloupe. Ça va revenir en métropole pour démarrer, mais on espère pouvoir, d'ici la fin de notre agrément, pouvoir proposer des choses sur le territoire. Et on espère aussi pouvoir obtenir les autorisations pour pouvoir recycler les dispositifs médicaux conventionnels, donc ceux sans électronique. Est-ce qu'on peut dire que la crise Covid a un peu bouleversé la collecte de ce type de déchets ? Oui, totalement. Le ministère de la Santé nous a demandé d'accompagner les pharmaciens donc, dans leur engagement donc, dans le cadre de la stratégie nationale de dépistage et de vaccination. Alors, vaccination, c'est un sujet qui fâche ici. Oui, c'est un peu épineux. C'est un peu très épineux. Il n'empêche que c'est près de 60% de déchets en plus que l'éco-organisme a collecté en pharmacie, du fait donc du dépistage, mais aussi de la vaccination en pharmacie. Donc, DASRI a été mobilisé pour collecter ces déchets en pharmacie. Donc, 60% de plus, c'est pas rien. Donc vous effectuez des visites ici en local à peu près tous les 2 ans. Quels sont les objectifs de la visite de cette année ? Alors cette année, comme chaque année, c'est de rendre compte. Donc on vient avec les chiffres de la performance du dispositif sur le territoire. Mais c'est aussi d'identifier ensemble quelles perspectives. Donc cette année avec un nouvel agrément, donc de nouveaux objectifs fixés par l'État, des expérimentations, notamment sur la réutilisation des boîtes. Parce qu'il faut savoir qu'en Guadeloupe, c'est 8 tonnes de déchets qu'on a collectés, donc de ce type de déchets qu'on a collectés, hors emballage. Et quand on prend en compte les emballages, on double quasiment ces quantités. Donc sur un territoire insulaire, c'est pas rien. 16 tonnes, c'est quand même c'est pas rien. Et l'objectif, c'est de réduire ces quantités parce qu'on utilise les petites boîtes jaunes à couvercle vert dont je vous parlais pourraient être réutilisées parce qu'on les détruit finalement au bout de quelques semaines, voire quelques mois d'utilisation. Donc il faudra penser à tout cela. Donc il va falloir expérimenter et on vient tous les 2 ans à peu près sur le territoire, mais on a un représentant local, la société C2D, donc Christelle Diocho, Margot Mounsami, que vous aurez peut-être l'occasion de croiser, donc juste entre nos 2 passages sur l'île. Est-ce qu'il y a des actualités particulières à DASRI ? Alors les actualités, c'est vraiment le renouvellement de cet agrément avec des objectifs que nous fixe l'État et qui augmentent, puisque notre objectif sur le précédent agrément, c'était de collecter 80%. L'État nous fixe un objectif à 90%, on va dire, d'ici la fin de l'agrément. Et bientôt 100%. Et bientôt 100%, qui pourront être honorés dans tous les cas, a priori. Alors, je serai un peu plus réservée, puisque comme je l'évoquais, je pense qu'on a certainement dans ces chiffres un peu de déchets Covid. Donc je pense que quand les choses seront revenues vraiment à la normale, 90, ça sera déjà un très bon objectif. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau ce soir nous parler justement du rôle de la DASRI qui se charge de la collecte des déchets des patients en autotraitement, surtout des déchets qui sont quand même assez dangereux à manipuler, des aiguilles, des choses pointues et donc qui méritent un traitement particulier. Visiblement, les chiffres en local sont très bons. Vous nous parlez d'un taux de près de 100% en local et 80% en national. Donc on est loin effectivement des collectes des déchets courants et des encombrants qui n'ont pas une très bonne note, hein. On vous le dit. Merci beaucoup, Madame Bourré. Et on enchaîne maintenant avec la pose de la première pierre de la déchetterie de Petit-Bourg, l'une des plus grandes de l'archipel. Regardez. Donc aujourd'hui, c'est une grande satisfaction et je tiens à féliciter notre ingénieur, monsieur Absalon, un jeune ingénieur qui a été recruté, qui suit de près avec son service et travaux, comme le fait monsieur Julien Lafont sur tout ce qui est énergie, comme madame Clemcy sur l'eau. Nous avons effectivement des jeunes Guadeloupéens, des équipes qui travaillent pour équiper la Guadeloupe. Mais ce qui est important pour nous, c'est la fierté de tenir nos engagements. Nous l'avons vu dernièrement sur le très haut débit ADE. Nous avons dit fin 2022, on a eu 2 ans
d'abattement avec le Covid, mais nous avons tenu des engagements avec les 14 communes que nous équipons qui sont à plus de 70% de couverture. Donc pour nous, c'est une grande satisfaction aujourd'hui de poser la première pierre de l'une des plus grandes déchetteries de la Guadeloupe, car je crois qu'il y aura 9 couloirs. C'est un moment qui était très attendu à Petit-Bourg parce que nous avons un territoire sur lequel nous développons une ambition de propreté, une ambition de beauté, une ambition de fleurissement. Pour pouvoir assurer cela, il nous faut aussi des équipements qui vont permettre aux petits bourgeois de cesser de mettre des déchets en bordure de route. Il est important pour nous d'avoir un lieu de proximité qui soit en capacité non seulement de recueillir les déchets, mais de les traiter et de les valoriser. Nous mettrons en place bien sûr une politique de sensibilisation, de la pédagogie pour que la préservation de notre environnement soit l'affaire de tous. Puisque cette déchetterie se situe sur le territoire de la CMBT, il faut que je vous précise que ce sera la 4e déchetterie de la communauté d'Aglo du Nord-Bastère, après le Lamentin, après Déher, après Pente-Nord, et bien voilà, Petit-Bourg qui arrive. Et si nous arrivons à résoudre les problèmes de terrain d'assiette, d'ici quelques temps, on aura la déchetterie de Goyave. Il ne manquerait que la déchetterie de Sainte-Rose, et pour que la boucle soit bouclée. La construction des déchetteries rentre dans le cadre d'un projet d'implantation de déchetteries sur l'ensemble du territoire initié par la région Guadeloupe. L'objectif, ce serait d'arriver, comme le dit si bien ma collègue du conseil régional, Mme Sylvie Guistadi Duflo, d'arriver au zéro déchet en 2030. Je pense que nous sommes bien partis pour cela. Cependant, il faudrait qu'on appelle les Guadeloupéens à faire preuve de civisme, d'arrêter de jeter, parce que nous avons un réflexe de jeter par les fenêtres des véhicules, de jeter un peu partout, comme si les déchets allaient pouvoir se diffuser dans la nature et disparaître. Non. Les déchetteries, justement, ne sont pas des lieux où on jette, mais des déchets où on dépose. Et ça permet de trier, de recycler et peut-être de redonner vie à ces objets qu'on emmène. Et ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et on se rend maintenant au Cinestar des Abîmes pour l'avant-première du film Pierre-Édouard Décimus, Le Zouk et la prière des oiseaux. Une réalisation signée Philippe Mugerin et Brother Jimmy, deux hommes qui ont fait le choix de rendre hommage à nos talents de leur vivant. Respect, le reste en image. Peut-être qu'à marcher sur un petit pied bois, sur un petit pied mahogany qui a poussé à part vrai, il a marché ici. Donc on va commencer par dire merci et pardon pour tout ça que tu fait. L'idée en fait c'était de se dire mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas de documentaire en fait de production déjà sur Pierre-Édouard Décimus. C'était une interrogation. Et je pense que ça s'explique aussi par le personnage qui était aussi un personnage assez discret jusqu'à maintenant et beaucoup plus connu pour son œuvre. Effectivement vous avez cité Kassav, mais l'idée c'était de retranscrire le parcours de Pierre-Édouard depuis le début. Et de partir en fait de la petite enfance où en fait il est imprégné en fait des musiques en fait on dira des grands orchestres et puis de comprendre aussi le parcours en fait qu'il a eu au sein des Vikings qui a servi de laboratoire pour Kassav justement. Toujours une équipe qui gagne et ça m'a confirmé avec cette équipe qui a fait le documentaire. C'est en comptant tout bonnement le résultat. Ils ont travaillé et tout le mérite, c'est eux. Nous sommes engagés à ce que la politique culturelle du département soit un axe majeur de notre engagement au cours de cette mandature. Donc il était tout à fait évident que nous puissions accompagner ce projet sur l'une des figures de l'identité, de la culture, de la musique guadeloupéenne. Je tiens à remercier tous les partenaires qui nous ont suivis sur cette opération, qu'on a tournée pendant 4 ans avec Pierre-Édouard parce qu'il y a eu le Covid, il y a eu quelques péripéties. On a perdu Jacob en chemin. Justement, sa toute dernière interview, Jacob l'a faite avec nous pour ce documentaire. Donc j'ai une très grosse pensée pour lui. Nous avons une très grosse pensée pour lui. Et pour nous, oui, c'était très important d'honorer Pierre-Édouard Décimus de son vivant, car c'est un génie musical. C'est une musique vivante et tout ce qui est vivant, ça vit. Donc il fête, il a grandi, il a pour un coup de fatigue, il a rouvine, il a dit 109, il a fait perfusion et ça guérit.
grâce à lui, quand même, grâce à lui et Jacob, eh bien, grâce au Zouk, ils ont pu installer la Guadeloupe sur la carte du monde. Et ça, ce n'est pas rien. Ça, nous devons toujours l'honorer et nous devons toujours honorer ceux qui font pour notre pays, ceux qui font pour notre culture. Mais ça qui base à Zouk là, c'est le tambour. Et le tambour restera et nous l'obligons de faire quoi. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.